troisième journée et dernière journée des rencontres l'écotourisme. Et du coup, on a voulu rejoindre cette conférence car c'est des sujets qui nous intéressaient. Je vous laisse vous présenter et on parle des sondages après. Alors, bonjour, moi je m'appelle Lisa Marie et comme Luna, j'ai voulu faire cette conférence parce que l'écotourisme, ça m'intéresse. Et voilà. Et bonjour, moi c'est Anaïs Alemani et je suis aussi en BTS Tourisme. Alors le résultat, je vous laisse donner les réponses et préciser bien sûr chaque question qui a été posée. Du coup, désolée, j'ai sur mon téléphone. Donc la question c'était, êtes-vous préoccupé par la crise écologique planétaire que nous vivons? Donc on est une petite classe, je tiens à le préciser, donc j'ai une quinzaine de résultats. On a 85% de la classe qui pense que oui, c'est important d'être préoccupé par cette crise écologique. Et on a 14% de la classe qui ne se sent pas concernée. Vous voulez faire une question chacune? C'est une classe de combien, s'il vous plaît? Combien de personnes? On est une vingtaine et on a réussi à avoir à peu près 15 sondages. D'accord. C'est dans ce sens-là. Alors, pour la deuxième question, donc, on s'est posé, donc, l'écotourisme est-il un concept qui vous est familier et auquel vous faites parfois référence? Du coup, donc, il y a 57,1% de oui et 42,9% de non, donc c'est quand même assez mitigé. La question suivante. Aimeriez-vous expérimenter l'écotourisme et découvrir quelques métiers qui lui sont liés, comme restaurateur bio, guide à cheval, gérant de cabane dans les arbres? Alors, on a eu 42,9% de non, qui ne sont pas intéressés, et on a eu 57,1% de oui. Alors ensuite, je précise, pardon de vous couper la parole, mais j'oublie toujours de le faire. C'est moi qui suis fautif. Oui, on vous a demandé d'aller voir le site d'Ephimed parce qu'on a mis nos carnets d'exploration, qui sont des carnets en petites vidéos, photos et textes, témoignages, des retours de Darzagouan, de tous les sites qu'on a pu visiter, la vingtaine de sites. Et on vous a demandé donc de regarder, de picorer un petit peu ces carnets et de voir si finalement votre regard avait changé après avoir vu ces carnets. Alors, du coup, donc, pensez-vous que l'écotourisme est-il répandu sur les Alpes-Maritimes? Donc là, on a 57,1% de oui et 42,9% de non. Voilà pour le sondage. Maintenant, on va répondre un peu, on va vous donner notre retour. Donc, personnellement, j'ai regardé les carnets d'exploration et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, ça nous permet de nous rendre compte de la diversité de l'écotourisme. Que moi, je sais, j'ai été interpellée par plusieurs projets qui m'ont vraiment tenu à cœur et j'ai trouvé que les projets dans les montagnes, je trouvais ça super. Je suis désolée, mais sur le principe de la rando, j'ai adoré, mais c'est parce que c'est personnel. Désolée, non, c'est très bien. Voilà. Après, il y a d'autres projets. Moi, personnellement, je ne me suis pas sentie concernée. Un peu plus peut-être lié à la culture ou à l'histoire, mais voilà, c'est encore personnel. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a vraiment permis de réaliser à quel point ça peut être varié et intéressant, parce que quand même, c'est très bien tourné, très ludique. Donc voilà, c'est mon retour. Vous êtes très gentil, très, très bien, et peut-être un peu trop, mais on a fait ce qu'on a pu en tout cas. En tout cas, c'est un excellent retour. Merci. Vous souhaitez réagir personnellement? Comment vous avez trouvé les carnets, si vous les avez vus? Alors moi personnellement j'ai pas tout regardé, mais après de ce que j'avais vu c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu. Après alors peut-être pas comme Luna, la randonnée c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Après je pense que c'est vrai que ça peut être quelque chose de très sympa, mais oui pourquoi pas hein. Donc je pense que l'écotourisme, c'est un peu différent des choses habituelles, mais ça, c'est au moins essayer une fois pour vraiment se rendre compte de ce qu'on peut apporter et de ce que ça peut nous apporter derrière. Il y a un côté humain énorme. Très bien, merci. Très beau témoignage. Merci à vous, mesdemoiselles. Vous pouvez regagner si vous vous sentez gêné ou vous pouvez rester, vous faites comme vous voulez. On va passer à la Tunisie. On franchit la mer Méditerranée et Fatma, tu es toujours avec nous. Donc Fatma Kchir, qui est une amie, qui est une fidèle de Defimed, enseignante à l'École supérieure de commerce de Tunis.
Elle dirige le master gestion hôtelière et touristique, hein, donc à cette école. Et tu es accompagnée d'une étudiante qui a fait... alors, ce n'est pas Fatma, là, je ne pense pas. Hein, ou alors tu as changé, Fatma. Mais Fatma... alors bon, là, on marche sur la pointe des pieds parce que la connexion avec la rive sud, tout à l'heure, ça fonctionnait, mais voilà. Fatma, on t'entend pas. Là, il y a un problème de sens. C'est... Bonjour Hassan. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Voilà, on a vu ta petite femme, l'extrait du film Reconnexion, elle défend très très bien l'école. On y reviendra. Ah, très bien. Je pense qu'elle a tout dit. Très très bien. En tout cas, merci d'être là, Hassan. Fatma, à toi. Voilà, donc vous avez fait ce petit travail, puis après on aura un petit échange tous les deux. Merci. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Eric. C'est toujours un plaisir de participer en rencontre de Delphine tourisme et débattre des sujets d'actualité. Alors aujourd'hui, donc c'est mon étudiante Tasnim Mesni, donc notre étudiante du master management touristique hôtelier, qui va répondre aux questions, voilà, qui est posée par Eric. Voilà. Je lui cède la parole. Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Christine Médini. Je suis étudiante en deuxième master management touristique et hôtelier dans l'école supérieure. Stop. C'est l'université de la Manouba. Je viens de participer à la deuxième édition organisée par la Gmail. Concernant les acteurs emblématiques que nous avons pu identifier de notre pays sont les agences de voyage, les lieux et les tours opérateurs. En présentant tout à l'heure. Attendez, stop. Mais le problème, c'est qu'elle n'entend pas, là. Fatma, vous nous entendez? Parce que Fatma, on t'entend très bien, mais pas ton étudiante. Il faudrait qu'elle prenne ta place et qu'elle se mette face au micro. Oh, d'accord. C'est les inconvénients du direct, comme on dit à la télé. Hein. Vous m'entendez bien? Ah ben voilà, là c'est nettement mieux, oui, c'est sûr. Très bien, pardon, et si vous voulez bien recommencer. D'accord, ok. Donc, je me présente. Je m'appelle Tasnim Mesni. Je suis une étudiante en deuxième année master management touristique et hôtelier au sein de l'école supérieure de commerce et l'université de la Manouba. Donc, j'ai l'honneur de participer avec vous à la deuxième édition des rencontres de l'écotourisme organisées par DefiMed. Concernant les acteurs emblématiques que nous avons pu identifier dans notre pays, sont en premier lieu les agences de voyage et les tours opérateurs, en présentant tout un programme où le circuit est très intéressant, les endroits qui ne sont pas très connus. Aussi, le programme proposé est riche en aventures, en informations culturelles. Parlons de tout détail et aussi les fédérations de tourisme. Donc, nous avons la Fédération interprofessionnelle de tourisme tunisien FI2T. Donc, elle est très dans le tourisme alternatif, comme les hébergements alternatifs, les maisons d'hôtes, les gîtes ruraux. Donc, elle a été fondée le 1er mars 2016. Elle a pour objet donc de sauvegarder les intérêts économiques. On a aussi la Fédération tunisienne des agences de voyage, donc l'AFTAV, qui regroupe plusieurs agences de voyage. Donc, ça, c'est par rapport aux acteurs. Donc, aussi, nous avons le club de tourisme, comme notre club, donc Go Tourisme par ESCT, qui a été fondé par notre chère Madame Fatma Kchir en mars 2020. Toujours, on encourage les étudiants à découvrir notre pays en organisant des sorties dans toute la Tunisie et faire des actions pour promouvoir des nouvelles destinations, aussi d'assister à des conférences. Les TV, les réseaux sociaux aussi sont parmi les acteurs qui donnent des images, promouvoir les lieux ou des activités, même des aventures qui nous motivent à aller les visiter. Donc, par rapport aux difficultés qu'on a trouvées, on a bien voulu visiter certains lieux, mais malheureusement, il y a des problèmes d'accessibilité. Donc, par exemple, dans les régions du Nord-Ouest, là où il y a des endroits paradisiaques, mais le trajet est difficile, surtout pendant l'hiver, donc quand il neige. Donc, de plus, nous pouvons souligner également le manque de réseau signalétique. Donc, par conséquent, les agences de voyage n'ont pas pu intégrer ces régions-là dans leur circuit. Donc,
pour les acteurs, qui nous donnent envie vraiment d'aller voir les expériences et les vivre. Donc, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, les émissions télévisées, ainsi les spots publicitaires, donc nous inspirent. Notre atout en Tunisie aujourd'hui, c'est la digitalisation, et d'ailleurs, nous avons beaucoup de matières dans notre master orienté digital. En outre, les circuits proposés par les agences de voyage sont très bien programmés, riches. Il y a beaucoup des activités de loisirs écologiques et plein d'aventures, d'informations, donc nous donne très grand envie d'aller vivre l'expérience. Par exemple, nous avons l'agence Go Voyage qui est spécialiste dans le tourisme écologique. Donc, toutes les agences de voyage travaillent sur le tourisme saharien. La destination en Tunisie, généralement, c'est Pouzer, Gafsa. Donc, dans le sud, il y a plusieurs festivals tels que le festival de Douze, les dunes électroniques aussi. Donc, ce sont des festivals internationaux. Donc, il s'agit de l'offre diversifiée dans ce sens. En Tunisie, nous avons tout type de tourisme. Donc, le tourisme domestique a été très bien développé après la crise sanitaire. Donc, au lieu de voyager à l'étranger, on voyage à l'intérieur. Et nous, les jeunes du club Go Tourisme by ECT, nous avons pensé à faire découvrir notre pays et promouvoir certains types de tourisme. Donc, par rapport au retour d'expérience effectué par les jeunes, oui, certainement, les vidéos et les vlogs aujourd'hui sont des vrais outils qui rendent les lieux plus attractifs et qui nous permettent de découvrir des endroits parfois sans inconnus. Notre club, par exemple, a visité en octobre 2020 les jardins d'Agave qui existent dans une ville agricole, donc une sorte des gîtes ruraux qui offrent des nouveaux concepts de l'agriculture. C'est l'agro-tourisme dans ce sens pour une meilleure qualité de vie et de développement durable. Donc, on a visité aussi en octobre 2021 Zagan. Donc, c'est une ville du nord de la Tunisie où on a fait une randonnée en pleine montagne de Zagan. Et puis, nous avons visité les temples des eaux où il y a des aqueducs, les ruines romaines. On a passé aussi par les Huys afin de bien favoriser notre tourisme culturel, ainsi que le tourisme culinaire par la dégustation des plats purement tunisiens avec des produits bio chez la maison d'hôtes d'Arzagan. Donc, dans une ambiance folklorique. On a sur notre feed Instagram toutes les stories, donc toutes les sorties, toutes les activités qu'on a fait en vidéo. Comme ça, on peut transférer les émotions, les sentiments qui stimulent l'envie de chacun de nous. C'est un vrai moyen qui aide à attirer les visiteurs et les encourager à vivre une nouvelle expérience. Très bien, c'est très clair. Alors Skander vient de me dire que vous êtes recruté à Darzagouan, donc félicitations. Mais merci pour ce retour. Alors effectivement, les questions étaient un petit peu plus pointues pour vous. Alors là, Fatma, vous êtes obligé de vraiment, ou tu donnes un grand coup d'épaule à ton étudiante pour parler, mais il faut vraiment parler en face du micro de l'ordinateur. D'accord? Sinon, on ne t'entend pas. Ok. C'est formidable, l'Internet, mais il y a des limites. Voilà. Bonjour à Monsieur Skander Telibi. Donc, c'était très bien notre visite à Darzagouan. Et nous avons préparé une vidéo. Nous allons vous la partager après. Bon, c'était pas prévu. Alors, on va voir ce que ça va donner. Vous avez préparé une vidéo que vous allez partager, c'est ça? Oui, sur les activités de notre club. Donc, d'accord. Alors, Fatma, tu peux parler? Oui. Donc, je vous ai dit que nous avons préparé une vidéo sur les activités de notre club. C'est peut-être pas une bonne idée de lancer une vidéo, je pense. Fatma, est-ce que tu peux parler pour voir? Excusez-nous. Hein. Non, on ne t'entend plus. Vous voulez que... Alors, je fais quoi? Et en plus, on devait engager un dialogue. Justement, le son est vraiment... ça ne marche pas très bien ici. Ouais. Eric, tu m'entends? Ce que je propose pour ne pas perdre de temps, Fatma, reste là. On va basculer avec Mustapha et on va voir. C'est bizarre, c'est que dès que tu as prononcé le mot vidéo qu'on ne t'entend plus. Donc je ne pense que ce n'est pas une bonne idée de diffuser la vidéo, ça j'en suis à peu près sûr. Parce qu'il aurait fallu que tu l'envoies, enfin on aurait dû préparer ça. Tu vois, partager une vidéo. Ah, là. D'accord. Alors,
Vous les On connaissez? revient vers toi en Je sais pas. espérant que le son soit rétabli. Fatma, ne bouge pas. Est-ce que Mustapha, tu m'entends? Est-ce que tu peux parler? Oui, Eric, bonjour. Vous m'entendez, j'espère? Mustapha? Oui, oui, Eric, vous m'entendez? C'est là où je vous assure. Oui, c'est le Eric, grand bonjour. joie de Bonjour. l'animation. Là, on se sent seul au monde. On va faire des vagues. Écoutez, on va prendre un café, hein, on va faire quelque chose. Tu m'entends, Eric? Peut-être que c'est l'idée d'ailleurs, c'est de faire une pause beaucoup plus. Allô, allô? Eric, moi, j'entends très bien tout le monde, hein. Voilà. Ah oui, non, mais ils sont persévérants, les Tunisiens, hein, ça c'est sûr. Ça... Que ce soit Fatma ou Mustapha, je les entends très bien. Là en envoyant la vidéo, elle coupe tout le monde, donc c'est formidable. Et bon, vous savez ce que je vais faire? On va improviser. Scander, toi tu es là en vrai, je te touche. Oui, tu es là en vrai. Donc on enchaînera après avec Mustapha et Hassan. Je tiens à dire que moi je suis très fier de les avoir en connexion parce que déjà c'était pas gagné et c'est même assez émouvant de les avoir en direct depuis le Maroc et la Tunisie. Ce sont vraiment des acteurs avec Scander en vrai qui ne trichent pas. Ce sont vraiment des acteurs engagés dans un tourisme écologique et culturel. Scander, si tu peux te présenter, alors tu peux prendre le micro là. Un petit peu, tu l'as un petit peu dit avant-hier, mais ton histoire, oui, et merci, puis Eric. qui tu es finalement en Tunisie. Alors, je vous remercie d'abord, je remercie Defimed, je remercie tout le monde, tous les présents. Donc, je m'appelle Scander Zeribi, je suis tunisien, natif de la ville de Zagon, qui se trouve 50 km de Tunis. C'est une ville romaine, andalouse, berbère. L'idée, c'est de... On va parler de l'idée, quoi, de l'expérience. Donc l'idée, c'était de faire un gîte rural en Tunisie. C'était le premier, d'ailleurs, en 2008. Et aujourd'hui, c'est une locomotive. Je suis fier de ça. Je suis fier que ma ville natale ait un impact. Le gîte a eu un impact énorme sur les visites des Tunisiens vers cette ville qu'ils ne connaissaient pas, malgré qu'il y a le temple des eaux, les Romains... les mausolées. Et après, en 2007, Zaghouan commence à se connaître par des gens, par des étudiants, comme le cas de l'IAC de Carthage, qui sont venus pour voir un peu ce gîte ou cette montagne. Et ça m'a fait un grand plaisir, le fait que les gens commencent à s'intéresser à l'écotourisme. Avant, c'était vraiment les hôtels 4, 5 étoiles, 3 étoiles, les grands buffets, l'industrie alimentaire. Là, on a essayé de mettre en place une nouvelle... c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en place des traditions, des produits de terroir, de faire travailler des villageois, de faire travailler des gens qui n'ont jamais travaillé dans le tourisme. Et ça m'a fatigué un peu dans le sens de former tous ces gens-là. Pour un minimum de... Je veux dire que tu es pionnier, hein, vraiment. Voilà, je suis pionnier. Tu es le premier. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on fait travailler presque 25-30 personnes, 30 familles directement et 40-50 familles indirectement. Donc la durabilité, on est en plein dedans. On achète tout ce qui est tunisien d'abord. On n'achète jamais chinois, etc. Donc les plats, la poterie, les trucs de Gabès, les couffins de Mazeltmim. Donc ça, c'est important. Donc on explique à nos clients qu'on consomme tunisien, on achète tunisien. Et ça fait sauver un métier, un artisan. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Si tout le monde, tous les restaurateurs qui servent des produits terroirs pensent de cette façon, on peut faire revivre des artisans qu'on a perdus. Et les gens, pourquoi les gens ne font plus de poterie, ne font plus de ces produits de terroir? Parce qu'il n'y a plus des gens qui achètent, qui s'intéressent. Parce qu'il y a eu l'industrie et tout le monde achète des choses moins chères et plus rapides. Donc aujourd'hui, l'impact sur tout ça, c'est que ces gens qui travaillent dans la ferme, il y a une appartenance. Donc l'appartenance, elle se mobilise à ce que ces gens-là qui travaillent, ils sentent que cette ferme ou ce petit hôtel ou ce restaurant, ils sont à eux, ils s'attachent parce que on a évité l'exode rural. C'est important. Lorsque tu es dans une zone rurale et tu fais travailler une trentaine de familles, ces gens-là ne vont pas partir en ville, ne vont pas habiter dans des bidonvilles, et en fait, les jeunes travaillent là.
et les parents restent chez eux. Et ça, c'est important. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans la ville de Zagouan. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter Zagouan, Dar Zarwen, et puis par la suite, on propose toujours des randonnées. Hein. Ça, jamais. Les gens qui viennent manger chez nous, ils mangent produits de terroir, ils n'ont jamais des frites, ils n'ont jamais d'hamburger, jamais de pizza. Et en même temps, on propose des visites, des randonnées équestres, de randonnées nature. Et maintenant, après 15 ans avec d'expérience, on a gagné beaucoup de partenaires, et des partenaires des jeunes, je dis bien des jeunes partenaires qui ont des idées d'aventure, qui font de la spéléologie, qui font de la tyrolienne, qui font de l'acrobranche. Et ces jeunes-là, ils n'ont pas les moyens. Et nous, Dar Zarwen, après 15 ans, 20 ans de travail, donc les banques malheureusement ne prêtent pas de l'argent à ces jeunes. Et Dar Zarwen prête de l'argent à ces jeunes pour faire ces micro-projets. Et après, on est partenaire. Donc moi, le point fort, c'est des clients. On a un portefeuille client qui est important. Et là, on a maintenant un bureau d'accueil à Dar Zarwen où il y a toutes les activités possibles dans la montagne, comme le kayak dans un lac collinaire, comme la tyrolienne, comme les quads, comme les vélos, les VTT, les chasses au trésor, le paintball, le tir à l'arc, le tir à bine. Donc on a 4 sociétés maintenant qui sont engagées avec nous, qui travaillent avec nous. Comment on a réussi à être aujourd'hui, la ville de Zagouan, elle est connue par le gîte. Il y a une locomotive, pas mal de gens qui viennent manger en famille et qui ont des fermes, mais qui fermes abandonnées. Ils se disent, je les entends. Il y a des gens qui osent me le dire, ils me le disent comment on peut faire, comment votre circuit. Il y a des gens qui n'osent pas le dire, ils vont dire on va copier sur lui, on n'ose pas lui dire, mais je sais que ça prend des photos et des films. Après, il y a du copier-coller. Moi, je dis il faut copier, il faut s'inspirer, mais il ne faut pas coller. Chaque région, elle a ses... Adapté. Chaque région elle a ses coutumes, elle a ses traditions, elle a son patrimoine. Donc, le fait, c'est de mettre en valeur le patrimoine. Comme moi, dans les chambres, on a meublé nos chambres à thème qui parlent de la civilisation qui a succédé à Zarwen. Vous trouvez une chambre berbère, une chambre andalouse, une chambre romaine, une chambre ottomane. Et ça, c'est important pour les clients. C'était une découverte d'habiter dans une chambre à thème et de parler un peu de la civilisation de la région de Zarwen. Donc, la fierté aujourd'hui de Dar Zarwen, c'est de mettre en valeur la région, de faire travailler des gens, de faire travailler des étudiants. On a une faculté pas loin, à 10 minutes de Dar Zarwen. Les étudiants le week-end ont la chance de travailler pour gagner un peu d'argent de poche, pour aider leurs parents à travailler. Et donc, ça fait tout un système, un écosystème. Alors, pour y être allé, c'est vraiment étonnant, oui, effectivement. Alors, je questionne la régie, comme on dit, pour faire bien. Est-ce qu'on a retrouvé les connexions ou... Non, il n'y a plus de connexion. On peut essayer? Alors, on fait un essai. Est-ce que quelqu'un est connecté parmi nos amis en Tunisie et au Maroc? On est connecté, j'espère que vous m'entendez. Non. Eric, Eric, on vous entend très bien. François Huette de se présenter, donc administrateur de Défimed. François, ce que j'aimerais, ce qui était prévu après, c'est de pouvoir, mesdemoiselles et messieurs, dialoguer un petit peu avec vous, échanger pour aller un petit peu plus loin sur votre perception, si le peu qui a été dit vous inspire. François, à toi. Oui, bonjour, je m'appelle François Huette.
Je suis professionnel du tourisme et j'anime un podcast sur le tourisme durable qui s'appelle Expérientiel et qui part à la rencontre d'acteurs engagés dans la transition écologique et qui partagent leurs visions, leurs actions, leurs engagements pour justement inspirer l'ensemble des acteurs du tourisme à s'engager encore plus dans cette démarche. Moi, avant de poser une question aux étudiants, je pense que, vu qu'on a échangé quelques fois, Skander, j'aimerais aussi que tu mettes en avant ce côté sociétal de ton entreprise, dans le sens où on a parlé que vraiment, c'était au-delà d'une ferme, etc., c'est qu'il y avait quand même aussi des actions très fortes au niveau humain. Et j'aimerais que tu nous partages ça, parce que ça peut aussi faire réagir tout le monde et de montrer que c'est pas juste un produit ou une destination, mais il y a aussi des hommes et des femmes derrière qui font vivre cette destination. Exactement. Donc, quand vous dites, François, merci, justement, on fait travailler des villageois. Alors, ce n'est pas tout le monde qui travaille dans le restaurant ou l'hôtel. On invite des artisans qui ont une connaissance des produits de terroir. On leur donne des tentes ou des espaces. Et eux, ils viennent avec leur savoir-faire, qu'il est abandonné, que les gens ne voient plus, surtout les citadins. Et par exemple, on a quelques femmes qui font le pain, les galettes, le pain tabouna, le pain berbère, les galettes, les sandwichs traditionnels, etc. Il y a une autre dame qui vend tous les produits de la poterie, une autre qui vend les gâteaux andalous, toute une famille, c'est 4 sœurs qui ont une boutique. Et puis, ce qu'on fait, nous, on met pas le couteau sous la gorge. Hein. On leur dit, bon, voilà, vous commencez à travailler. Dès que vous sentez que vous gagnez de l'argent, vous donnez une commission à Dar Zarouane. Mais par exemple, j'en ai 2 personnes, 2 femmes. Une femme qui s'appelle Nejma, c'est l'étoile. Elle a 92 ans. Elle ne peut plus travailler. Elle faisait la cueillette des olives, la cueillette des amandes. Mais là, elle ne peut plus travailler. Donc, on a trouvé une solution pour cette femme berbère. On lui a donné une tente. Et maintenant, elle prépare du thé rouge au romarin. Elle est habillée en berbère. Les gens viennent. Ils achètent le thé de chez elle. Elle est amusante, elle chante et les gens aiment ça, donc prennent une photo avec elle et prennent un thé, ils la payent. Nous, on ne prend pas de commission, mais là, on sauve quelqu'un qui est digne, qui travaille, qui a ses 10-15 euros par jour, qui rentre avec ça. Et moi, je trouve que c'est un côté humain très important. Et ces gens-là, des gens qui n'arrivent plus à travailler, qui n'arrivent plus les gens à les faire travailler. À 92 ans, elle a un petit travail le week-end et les vacances scolaires. Et ça fait plaisir à elle, à ses enfants, parce que sa fille, elle travaille avec nous, ses petits-enfants travaillent avec nous. Donc, c'est toute la famille qui travaille là-bas. Donc, c'est important. Donc, à part le lait, on fait notre propre fromage. Donc, on vend les œufs de ferme. On fait les briques de ferme sur place. Les briques, c'est une spécialité tunisienne. Donc voilà, il n'y aura pas de pizza toujours, il n'y aura pas de frites, il n'y aura pas de sandwich McDonald's. Donc il n'y a que des produits de terroir et ça, c'est important. Donc il y a quelque chose de très important aussi que j'ai oublié, c'est qu'aujourd'hui, un menu coûte 10 à 20 euros dans la ferme. Et 20 euros pour un Tunisien, c'est cher. 60 dinars, 20 euros, c'est largement. Donc, pas mal les bus, les gens qui n'ont pas les moyens, on leur laisse la chance de rentrer. Et justement, ils rentrent avec 1 euro, une entrée, avec une boisson offerte, avec 1 euro. Et à l'intérieur, ils vont acheter des sandwichs et des petits gâteaux de ces artisans. Donc, indirectement, la classe haute VIP, ils vont manger dans des restaurants à 20 euros, mais on reçoit beaucoup de bus, beaucoup de gens qui viennent de toute la capitale, de toute la Tunisie plutôt, pour rentrer. Ils encouragent ces gens-là. En même temps, eux, ils ne sont pas frustrés. Ils sont rentrés à Dar Zarouane qu'ils voient à la télé, où ils entendent parler. Donc pour eux, ils sont rentrés. Et les jeunes, leurs enfants, ils peuvent faire le tour avec un cheval ou avec une calèche, avec un VTT. On a un parc d'aventure pour les enfants, à 1 euro toujours, et tu peux faire le tour du parc d'aventure, tu peux faire de la tyrolienne kids, tu peux faire de l'acrobranche kids. Et bien sûr, pour terminer, sans oublier, on organise beaucoup des classes découvertes, les classes découvertes pour les enfants. Donc pas mal d'écoles, des écoles françaises, américaines ou tunisiennes qui sont installées à la capitale ou à Sfax ou à Sousse, ils viennent, les enfants, et on organise des journées pédagogiques pour montrer un peu
comment une vie agricole, un fermier, comment il se lève le matin pour le trait de la vache, planter des choux, planter des fèves, etc. Et ça, je trouve que ces enfants-là, qui sont des citadins, qui habitent dans des appartements, c'est la découverte pour eux d'une ferme. Et vraiment, croyez-moi qu'ils sont enchantés d'être loin de leur portable, de leurs parents. Il y a même des classes qui passent 2 nuitées. Et là, on organise des sorties berbères, des sorties culturelles. Et on fait des visites dans la montagne. Et on organise même des campings pour les jeunes. Pour les jeunes de 18, 17, des adolescents, il y a même un parking, un camping, un grand camping au bord d'un lac. Et puis des adolescents. Croyez-moi que les Tunisiens, ils font le plein dans les forêts pendant les week-ends. C'est une nouvelle destination. Je vous remercie pour votre présentation et puis votre énergie. Je suis très, très impressionnée. J'ai 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous fait tenir? Parce que ça ne doit pas être toujours très évident. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez des moyens de visibilité? Parce que, je vous dis ça parce que quand... C'est le rapprochement avec aussi Nice, par exemple, parce que quand vous dites les enfants qui habitent en ville, qui ne connaissent pas la nature, mais on a la même problématique, quoi. Voilà, c'était le lien. Donc ça fait beaucoup de questions, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous motive, enfin, qui vous tient aujourd'hui? Il y a une réussite, on sent, mais ça peut être aussi des fois décourageant. Et comment vous vous rendez visible, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, quoi? Merci pour votre question. Le fait que il y a une reconnaissance. Hein. Moi, je sens ça, je le vois, je l'entends. Aujourd'hui, je suis une tête de télé, si vous voulez. Hein. On a pas mal de télé tunisiennes qui sont venues voir cette expérience. Et sur les réseaux sociaux, on est bien blindés quand même. La reconnaissance de ces gens-là te laisse motiver. Tu as l'impression, c'est un tableau. Moi, j'ai un tableau que je suis en train de dessiner. Il n'est pas encore fini. Chaque fois, il faut rajouter quelque chose. Donc, le tableau ne finit pas. Dar Zarouel, aujourd'hui, elle est durable. On est en énergie renouvelable à 80%. Il faut qu'on arrive à 100%. Au niveau recyclage de l'eau, on est à 20%. Il faut qu'on arrive à 5%. Donc, tellement il y a des choses à faire, à finir. Moi, j'ai toujours dit, comme j'ai dit à François hier, je veux rester autonome, mais j'ai 3 hectares. Un jour, j'ai bien envie de ne pas avoir du gaz de l'Algérie, de ne pas avoir de fuel de Qatar. J'ai bien envie de vivre seul avec mes oliviers, mes poules et mon potager. Donc, ce qui te pousse aujourd'hui à aller vers l'avant, tout en regardant derrière au rétroviseur, parce qu'il y a des gîtes, des maisons d'hôtes qui sont en train de pousser. Et ça fait une concurrence loyale. Et ça te pousse à avancer vers l'avant pour être en l'avant, parce que tu te dis toujours tu es le pionnier, donc tu ne dois pas t'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi, c'est qu'on s'arrête. Non, on réussit, on avance, et moi, l'idée, c'est d'avoir une ferme pilote, une ferme pédagogique. C'est l'idée, c'est demain qu'elle soit une ferme pédagogique pilote, un master peut se faire dans cette ferme, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout dans ce sens-là, mais vraiment loyalement. Donc on prévoit, Sandrine d'ailleurs, je le dis, hein, des voyages apprenants hein, au sein de Defimed, avec les membres de Defimed, mais pour aller visiter, Scander nous accueillera pour aller découvrir ce village pilote. Alors on a retrouvé les connexions, enfin j'espère, mais il y avait une question qui vous était posée aux jeunes. Est-ce que quelqu'un souhaite quand même témoigner, répondre simplement, hein, spontanément? Non? Personne? Oui. Ouais. J'ai vu ce regard... Si vous voulez bien passer le micro. Merci. C'était juste une question. Je voulais juste savoir, c'était justement quelle expérience ou quel moment vous a le plus marqué au sein de Defimed depuis ces années? C'est qui vous a vraiment marqué, auquel vous allez vous en souvenir toute votre vie? Merci. C'est une bonne question. C'est rare que je ne réponde pas à des questions, parce que alors là... Parce qu'il y a trop de bons souvenirs ou... Oui, il y a trop de bons souvenirs. C'est difficile de... Sincèrement, là, c'est pas terrible ce que je vais faire, mais c'est parce qu'on est dans l'actualité. J'avoue que c'est un moment impressionnant, ce que j'ai vécu, c'est parce qu'il est là aussi, hein, mais chez Scander. Parce que
ce qui est très fort en Tunisie, que je ne trouve pas en toute sincérité, que je ne retrouve pas, pardon, ici sur la Côte d'Azur, c'est l'hospitalité. Fatma a un sourire incroyable avec Azaz, donc c'est 2 enseignantes universitaires. Elle vous accueille, elle vous guide, c'est elles qui ont été notre guide à notre petit groupe d'Ephimed jusqu'à Skander, qui nous accueille alors là dans des conditions VIP, vraiment. Merci Eric. Et on en revient. Eric, tu permets, je peux faire... Eric, tu m'entends? Et c'est ça que je mets en avant dans les expériences qui m'ont plu. C'est la richesse humaine et c'est l'humain. Encore une fois, c'est pas la nature forcément. C'est la rencontre avec les personnes. Voilà. Et Fatma, bah, tu fais bien de te reconnecter puisque je te fais des louanges, mais Fatma est formidable. Alors, je sais pas si c'est bien. Merci. Bon, bah, je crois que Merci Eric. Tu permets, je peux faire le montage. Alors non, alors Fatma, là, ne relance pas la vidéo, c'est pas une bonne idée. Je te propose vraiment qu'on abandonne l'idée de vidéo parce que ça, je sais pas si c'est ça, mais ça nous a perdus. Donc je ne pense qu'on va pas diffuser la vidéo. Alors la régie me dit oui, alors vas-y. Et puis adieu sinon, hein, si on se revoit pas. Hein. Bon, vous comprendrez que le son, ça passera. Donc là, c'est le restaurant à Darzaouen, dans le premier gîte rural en Tunisie. Donc on n'entend pas de musique, vous aurez ma musique à moi. Donc là, c'est les étudiants dans leur salle de réunion pour parler un peu de l'écologie, du tourisme. Donc Fatma avec ses étudiants, toute la bande des jeunes étudiants de master tourisme. Merci beaucoup Fatma. On n'avait pas le son. On n'avait pas le son. Ouais. Couverture médiatique de nos événements. Alors, en collaboration avec notre master. Il y a un décalage. Oui, il y a un petit décalage, Fatma. Alors j'ai une question à te poser, mais on a pris du retard. Est-ce que tu m'entends, Fatma? Je vous entends mal. Moi, est-ce que tu m'entends si je mets mon micro comme ça? Tu m'entends? J'entends pas. T'entends pas, c'est formidable. Moi, je t'entends, donc je recommence. Est-ce que tu m'entends? Oui, maintenant ça va. Voilà, j'ai une question, si tu peux y répondre, Fatma, et on va passer à nos amis marocains, parce qu'on a pris beaucoup de retard. J'ai une question à te poser. J'ai trouvé que ton étudiante, qui a très très bien parlé, faisait un tableau un peu idyllique, un peu paradisiaque de l'écotourisme. Je sais très bien que c'est pas si paradisiaque que ça. Est-ce que vraiment ça a évolué ces dernières années pour toi, l'écotourisme en Tunisie? Ah bah non, là il faut à nouveau que... Voilà. On a bien dit qu'il existe plusieurs agences de voyage qui sont spécialisées dans ce type de tourisme. Ce sont des circuits, exactement, des circuits qui favorisent donc l'écotourisme. Et nous également, notre club de tourisme, il est spécialiste dans ce domaine, pour faire l'écotourisme et pour présenter des circuits qui ne sont pas très connus en Tunisie, mais quand même, on essaie toujours de les promouvoir et on essaie toujours également de dire et promouvoir les circuits,
les endroits, les activités écologiques. On a essayé aussi d'intégrer les jeunes de notre master, parce que notre club, il est toujours en collaboration avec notre master. Donc, on essaie toujours d'intégrer les jeunes. Comme ça, on peut toucher directement les jeunes. Et au futur, on est sûr qu'il y aura donc le développement de ce type de tourisme. Bah, très bien, merci. Merci à toutes. Ça va, Eric? T'as entendu? Oui, c'est très très clair. Alors, ça va à peu près. Enfin, très clair. C'était clair. Merci. Non, non, mais je suis heureux de voir que ça évolue un peu partout, grâce aussi à des Scandaires, hein, il faut le dire. Et puis grâce à des enseignantes comme toi, hein, Fatma. Eh bien, écoute, je t'embrasse bien fort. Restez avec nous parce qu'on va passer au Maroc et on va voir une approche du côté de Marrakech et puis après avec Hassan à Agadir. Donc on va passer avec Mustapha Amalik. Bonjour Eric, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez Eric? Bonjour, bonjour. Allô, allô? Mustapha, on t'entend. Hein? Ah, très bien, parfait. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour Eric, permettez-moi tout d'abord de remercier l'association Défimède pour toutes les actions menées et qui est en train de mener, bien évidemment, dans la région de la Méditerranée. Mais vif remerciements vont spécialement à notre ami et interlocuteur, on va dire, Eric Rollet, pour justement son intérêt de développer des partenariats entre le Maroc et les FIMED, en tout cas avec l'ensemble de la région de la Méditerranée. Je me présente d'abord, mon nom est Mustapha Amalik, je suis professionnel de tourisme et de l'hôtellerie depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis également fondateur d'un établissement hôtelier à Marrakech que j'ai nommé Atlas Sweden, qui est situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Marrakech. Marrakech, comme vous le savez, c'est la capitale touristique du royaume du Maroc. Un établissement dans lequel plutôt j'essaie de pratiquer au mieux un tourisme à la fois écologique, un tourisme solidaire, équitable, enfin un tourisme durable. Juste pour une petite introduction, c'est un établissement qui est composé d'une trentaine de clés entre suites, villas et riad. Riad, c'est plutôt maison d'hôtes ici au Maroc, et pendant lequel, donc, du moment où on est dans une zone rurale, pas très loin de Marrakech, mais quand même dans la zone rurale, eh bien, l'une des actions très importantes que nous menons justement dans le projet, c'est l'intégration de la population locale. Il faudra juste savoir que plus de 70% de notre capital humain est issu des villages avoisinants dans notre établissement, à qui nous assurons bien évidemment une formation continue, à l'exception bien évidemment du middle management, tout ce qui est responsable et chef de service, qui vient bien évidemment du centre-ville, mais la formation concerne l'ensemble des collaborateurs. Et puis, toute la partie écologique, bien évidemment, avec l'installation des panneaux solaires qui est en cours, avec une bonne gestion des déchets. Enfin, tout ça, on aura peut-être l'occasion de le démontrer dans une autre rencontre, parce que je sais que le temps nous presse un petit peu. D'autres casquettes, c'est que je suis également le secrétaire général du Conseil régional du tourisme de Marrakech, où je préside la commission du tourisme durable. Cette commission, avec laquelle nous essayons justement de mener un certain nombre d'actions dans la durabilité au bon sens du terme. À titre d'exemple, le CRT, ou le Conseil régional de tourisme de Marrakech aujourd'hui, s'ouvre sur l'ensemble des parties prenantes, si vous voulez, parce que nous avons une seule conviction, c'est que le secteur du tourisme est un écosystème très vaste et bien évidemment touche l'ensemble des écosystèmes. C'est-à-dire que
quand on parle du tourisme, ce n'est pas lié uniquement aux établissements d'hébergement touristique, ce n'est pas lié aux voyagistes uniquement, c'est-à-dire les agents de voyage, c'est au-delà de ça. Nous avons bien évidemment les restaurateurs, nous avons les agences événementielles, nous avons surtout la partie artisanale. Écoutez, les artisans qui font, ou le ministère de l'artisanat qui fait un travail excellent, et bien évidemment, c'est l'atout du tourisme, si vous voulez, au Royaume. Et puis, il y a dans cette démarche de la durabilité, nous avons bien évidemment une démarche plutôt collaborative. Et là, je prends l'exemple de la collaboration que nous avons avec l'université Qadiriyya d'ici à Marrakech, avec laquelle nous essayons justement de mener comment dirais-je, une démarche d'inclusion sociale et territoriale pour anticiper, si vous voulez, et pour ne pas dire éviter le surtourisme dans le milieu urbain. Et dans cet état d'esprit, nous avons justement, avec l'université, mené un certain nombre d'actions sur des circuits, c'est-à-dire au-delà du milieu urbain, comme je disais. Nous avons développé des circuits dans les régions. C'est d'une autre manière, c'est de répartir un peu les retombées du tourisme dans toute la région. Et là, je donne des exemples des réalisations que nous avons effectuées. Nous parlons aujourd'hui des circuits. Enfin, on a trois circuits que nous avons développés avec l'université. C'est le Ocean Road, c'est le Mountain Road et c'est le Desert Road. Le Ocean Road, ce sont des circuits à une centaine de kilomètres de Marrakech, vers la région de Safi, voilà, une région balnéaire, on va dire. On est allé créer des circuits à la fois écologiques, mais des circuits, bien évidemment, loin de toute la partie, loin des quads, loin des sports mécaniques et autres. Et puis, nous avons le Mountain Road, c'est tout simplement le Haut Atlas du Maroc, qui est bien évidemment connu par son arrière-pays exceptionnel, où nous sommes allés justement créer des circuits sur place. Et puis enfin, on a le Desert Road, où c'est le désert d'Agafay, qui est une tendance aujourd'hui à Marrakech. Donc, notre démarche, si vous voulez, dans cette inclusion territoriale, c'est quoi? C'est que nous partons sur une démarche de mettre en place des banques de projets. Alors, ces banques de projets, c'est quoi? C'est que nous avons des cellules à chaque fois. Nous avons une cellule, par exemple, qui va, elle, s'occuper d'identifier les projets les potentialités des projets. Et puis, il y a une autre cellule qui va, elle, s'occuper d'aller identifier les jeunes qui vont justement opérer dans ces projets. Et puis, une autre cellule qui va elle, de son côté, s'occuper de la formation de ces jeunes et de l'accompagnement de ces jeunes pour justement la partie entrepreneuriat, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, nous accompagnons ces gens pour les former sur l'entrepreneuriat, pour justement créer, en fait, on parle des TPE et PME, bien évidemment, parce que ce sont des petites entreprises, des moyennes entreprises. Eh bien, pourquoi? Parce que la durabilité, pour moi, si vous voulez, à mon humble avis, au-delà du fameux triangle justement des piliers du développement durable, qui est bien évidemment le pilier environnemental, la partie sociale et la partie économique, la durabilité, c'est plutôt la création de l'emploi. Et nous avons la chance d'appartenir à ce secteur du tourisme qui, pour moi, alors le secteur du tourisme, c'est le seul secteur qui peut aller en fait créer de l'emploi là où aucun autre secteur ne peut le faire. Vous prenez je vous donne un petit exemple. Vous prenez, vous allez dans le désert, dans un endroit où il y a pratiquement rien. Vous allez créer un tout petit projet. Quoi qu'il en soit, je ne parle pas uniquement de l'hébergement, d'une activité. Vous avez tout de suite tout un écosystème qui va se développer à côté de ce projet. Et bien, tout simplement, le résultat final, c'est quoi? C'est la création de l'emploi. Et puis, voilà, c'est un peu une idée de toutes les actions que nous sommes en train de mener, de la démarche
que nous menons justement au sein du CRT, au sein de cette commission de tourisme durable. Donc, il y a pas mal d'actions que nous sommes en train de mener avec justement les autorités locales également, parce que l'objectif, c'est de faire adhérer l'ensemble des parties prenantes pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle les best practices. Alors, là où je fais juste un petit éclaircissement par rapport à on a toujours tendance à coller l'écotourisme au monde rural. À mon humble avis, encore une fois, je pense que là, on se trompe un peu parce que vous prenez un hôtel de 150 chambres, 200 chambres par exemple, dans le milieu urbain. Si cet établissement arrive à installer, si vous voulez, une station phytosanitaire ou de recyclage justement de ce qu'on appelle des eaux grises et noires ou des eaux usées, et qu'on puisse récupérer ces eaux et les réutiliser dans l'arrosage des fameux jardins que nous avons ici au Maroc, à Marrakech, je pense que c'est parmi les best practices que nous pratiquons dans l'écotourisme. Voilà, je ne vais pas être très lent, cher Eric, chère audience. Je vais céder ainsi la parole immédiatement à nos étudiants de l'Université Qadi Ayad, de l'École supérieure de technologie d'Essaouira, qui vont justement témoigner, eux, de leur côté, de l'un des projets qui ont accompagné lié à l'écotourisme. Voilà, cher Eric. Et à toi, Mustapha, c'est toujours clair avec toi. Très, très bien. Alors, nous les écoutons. Bonjour à tous. Tout d'abord... On vous entend très bien. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier le comité d'organisation pour cette opportunité. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour partager avec vous notre expérience concernant la mobilisation de la société civile à Essaouira pour un écotourisme durable de l'archipel de Mogador. La question qui se pose, pourquoi on a choisi l'archipel de Mogador? Tout simplement parce que l'archipel de Mogador possède un fort potentiel écotouristique à ciel ouvert, contribue à la préservation et à la conservation du capital végétal et animal, comme par exemple les faucons d'île Nord qui ont fait de cet archipel leur petit coin de paradis. Situe où cet archipel? Alors, ça m'aide pas beaucoup, là, excusez-moi, déjà, je ne suis pas bon en géographie française. Alors, c'est dans le nord, dans l'ouest du Maroc? C'est le seul. Bonjour tout le monde. Je voulais juste, pour éclairer les choses, parce qu'en fait, l'archipel de Mogador, c'est le seul archipel qui se trouve dans l'océan. Et il se trouve juste à côté de la ville d'Essaouira, de presque 900 mètres. Voilà, c'est une colonie très connue au niveau mondial concernant la localisation et aussi la focalisation du faucon d'île Nord. Parce qu'en fait, comme vous le savez déjà, que l'archipel de Mogador, ça se considère maintenant, c'est le seul abri de cette sorte d'oiseaux. Alors, le faucon d'île Nord, il va nous permettre d'avoir des atouts et des opportunités géantes pour bien profiter à développer l'écotourisme. Et aussi l'archipel de Mogador, parmi les sites ayant la fois richesse écologique, historique et civilisationnelle. On veut juste partager avec vous un diapo. Présentation. Parce que là, je tombe dans l'œil. Active une présentation. Une présentation, alors on y va. Et puis sinon, au revoir, hein, si on vous perd. Il y en a ici un message. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. On a ce message là sur l'écran. C'est pas. Voilà.
Vous pouvez commencer, hein? Alors, comme ça, c'est bien? C'est très bien. Alors, on commence. Alors, d'après mon expérience avec l'écotourisme durable de l'archipel, le Mogador possède un grand potentiel écotouristique. Ma première visite était extraordinaire. Une fois l'autorisation de visiter est obtenue, mon expérience a commencé avec notre action de pêche qui est le seul moyen de transport pour accéder à l'archipel. J'étais équipée pour le matériel nécessaire pour la sécurité et l'observation des oiseaux, mais même en absence de panneaux et de renseignements et de pistes de marche, l'archipel reste un laboratoire à ciel ouvert. On découvre une vaste variété de monuments historiques. Cette visite m'a permis de voir le tourisme autrement et de vivre une expérience que j'ai envie de faire vivre pour les autres dans l'idée de la réalisation de ce projet. Étant donné qu'aujourd'hui, peu de touristes s'intéressent aux atouts historiques et monumentaux des villes comme Essaouira, notre objectif est de tester un nouveau produit touristique basé sur les sites naturels. À travers de découvertes d'espaces et d'espèces relativement préservées. Alors, l'archipel de Mogador possède un fort potentiel écotouristique constitue un laboratoire à ciel ouvert, contribue à la préservation et la conservation du capital végétal et animal. Alors, présentation du territoire de projet. Notre territoire de projet est l'archipel de Mogador, classé comme réserve biologique, site d'intérêt biologique, patrimoine culturel par l'UNESCO. C'est une zone humide, Ramsar. Elle possède un fort potentiel écotouristique, à savoir écobiologique. Les différents acteurs impliqués dans ce projet est Office national marocain de tourisme, Conseil provincial de tourisme, l'Agence nationale des ports et autres. Voilà, juste pour bien clarifier des informations concernant les intervenants, les agents qui nous ont poussé d'aborder ce genre d'écotourisme. Il y en a la délégation provinciale du tourisme et aussi la délégation provinciale de la culture, puisqu'en fait, à l'archipel, on trouve qu'il y en a pas mal de patrimoine culturel, matériel et aussi naturel. Il y en a aussi le conseil provincial d'Essaouira qui nous a donné un coup de pouce pour bien trouver ce genre d'écotourisme. Il y en a aussi l'ANP, donc l'Agence nationale des ports, aussi qui a joué un rôle très important pour promouvoir un écotourisme durable, surtout qu'on va travailler sur notre démarche de créer des opportunités, des forces économiques, et surtout concernant les pêcheurs traditionnels. Alors, je peux vous interrompre simplement parce que ce que je vous propose, c'est super intéressant. Moi, j'aimerais bien que vous m'envoyiez, Mustapha, si tu es toujours là, que vous m'envoyiez ce que vous avez fait. J'aimerais bien échanger avec vous. Parce que vous avez trouvé un exemple formidable et vous vous êtes impliqué. On a un problème de temps, donc là, il faut vraiment que j'interrompe avec vous. J'en suis désolé. Je vous laisse juste un mot peut-être de conclusion. Est-ce que ce type d'investissement que vous avez fait, vous l'avez un petit peu dit, mademoiselle ou madame, je ne sais pas, mais vous l'avez dit, est-ce que ça vous donne envie d'explorer d'autres sites au Maroc écotouristiques ? Oui, effectivement, parce qu'en fait, si on parle d'Essaouira, normalement, on parle de tourisme culturel. Mais dernièrement, le tourisme écologique, donc l'écotourisme, a bien trouvé la voie pour accéder à ce genre, à ce secteur et pour bien profiter des atouts naturels, y compris l'archipel de Mogador. Il y en a aussi les zones humides qui sont classées à Ramsar. Aussi, c'est très important.
Parce qu'en fait, Essaouira, ça se considère comme parmi les 3 villes dans la région de Marrakech qui possèdent 2 sites Ramsar. Et ça, c'est parmi les atouts qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est pour cela qu'on a déjà travaillé aussi sur un autre projet dans la découverte de la ceinture verte. Excusez-moi, vous avez quel âge? Vous avez quel âge tous les deux? 23 ans. 23 ans? Et moi, 34. Je n'ai pas compris, pardon. Vous avez 74 ans? D'accord. Et moi, 34 ans. Ah oui, vous êtes d'accord, plus âgé. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est qu'on garde le contact, Mustapha, avec vous, si vous voulez bien, y compris Fatma avec ton étudiante, qu'on garde le contact, parce que je rêverais une chose, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire en 2023, mais c'est que vous puissiez accueillir aussi des étudiants français, on pourrait imaginer, et qui puissent vous rencontrer, partager votre expérience et peut-être se rendre sur ce lieu. Voilà, je lance un défi, DéfiMed, on lance des défis, et on verra bien si on peut y arriver. Merci beaucoup, on reste en contact, encore une fois. Pardonnez-moi de vous avoir coupé la parole, mais on a un retard affreux que je dois gérer. Et c'était vraiment un très très grand plaisir, vraiment. Merci. On va passer à Hassan. Et pendant ce temps, je vais demander aux intervenants de la table ronde suivante. Il y aura une pause quand même, mais vous, on va enchaîner, si vous voulez bien, Annabelle, et puis Jacques, et puis Alain. Si vous pouvez me rejoindre, Joël, sur le plateau. On va enchaîner avec Hassan. Et puis, Hassan, tu es là? Hassan Aboutayeb, qui est le dernier intervenant et qui est un ami qui est assez extraordinaire, je dois dire. Non, il n'est plus connecté? Hassan, on l'a perdu. D'accord, dommage. Donc Hassan a été primé, on l'a vu tout à l'heure avec l'extrait, il a été primé à l'international comme un des plus beaux écologes au monde, un des plus beaux sites d'hébergement. Vous avez vu ces images au drone. Donc il a été récompensé au Maroc, il a été récompensé à l'international. Et c'est un lieu là aussi où il invite des étudiants français, comme Skander, à venir découvrir des lieux pour s'inspirer et partager ses expériences. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous propose, pour rattraper un petit peu le retard, il y a une pause, y compris pour les étudiants. Vous pouvez aller sortir, voilà, et fumer une cigarette, j'espère pas, en toute sincérité. Et puis on se retrouve le plus rapidement possible. Nous, on va lancer dans la foulée ce qui était prévu pour la deuxième table ronde, le film, le petit extrait Reconnexion, qui présente quelques-uns des acteurs qui vont se présenter. Et là, on revient en France. Et là, on va parler concrètement de l'implication des jeunes l'année prochaine, des jeunes donc étudiants notamment, avec nos partenaires. Donc je vous demande de venir, tous, et je vous remercie pour votre attention. C'est pas simple, et pour vous non plus, mais en tout cas, on y arrive quand même. Voilà. Et un grand merci à toi, Skander.